Bonjour à tous, bienvenue donc à cette partie consacrée donc à la protéine végétale bio dans de l'alimentation humaine. Euh, voilà, donc nous allons commencer tout d'abord par une petite introduction, une présentation de la protéine végétale bio dans l'alimentation humaine. Nous aurons ensuite le témoignage de Bernard Martin, qui est directeur des filières chez Equibio. Et ensuite, eh bien, ces présentations introduiront les échanges que nous pourrons avoir tous ensemble. L'idée de ce webinaire, à la différence de tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir un temps d'échange collectif euh, pour eh bien, déterminer les besoins de la filière de protéines végétales pour l'alimentation humaine. Voilà, alors avant de commencer, pour rappel, hein, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et à garder vos micros coupés si vous ne parlez pas. Et bien évidemment, à les ouvrir si vous souhaitez vous exprimer. Pour rappel, le Cluster Bio, hein, nous sommes une association à loi 1901 qui regroupe aujourd'hui plus de 340 adhérents en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc majoritairement des transformateurs, comme vous pouvez le voir, hein, des transformateurs alimentaires, cosmétiques, textiles, également des restaurants, traiteurs, brasseurs, des centres de compétences, organisations professionnelles et aussi magasins bio, distributeurs. Voilà. Donc moi je suis Bastien Boissonnier, je suis en charge des filières au cluster bio Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà les personnes présentes, ou en tout cas inscrites à cet atelier. Tout d'abord des opérateurs économiques, mais aussi d'autres structures, comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà, pour commencer, donc, une présentation sur le marché et les tendances de consommation. Alors déjà, de quoi parle-t-on? Alors les protéines végétales, elles se trouvent principalement dans les légumineuses, bien évidemment, hein, soja, lentilles, pois chiches, haricots, pois, mais également les céréales, les oléagineux et d'autres graines ou plantes. Mais c'est vrai qu'on va quand même plus largement faire un focus, notamment dans ma présentation, sur les légumineuses qui sont les principales sources de protéines végétales. Alors, aujourd'hui, les protéines à base de protéines végétales hein, sont de plus en plus consommées par les citoyens. 59% des sondés ont déjà acheté ce type de protéines. On connaît l'environnement favorable hein, avec les tendances véganes, végétariens, des consommateurs qui recherchent des protéines alternatives pour des raisons de santé ou d'environnement. Et donc, cet environnement est favorable au développement des protéines végétales. Un chiffre, 35% des consommateurs se déclaraient flexitariens et 23% consommaient des repas végétariens. C'est-à-dire qu'ils sont végétariens, mais en tout cas, ils consommaient des repas type végétarien plusieurs fois par semaine. Donc tout ça montre qu'aujourd'hui, les protéines végétales sont en hausse dans les habitudes de consommation des Français. Alors ici, ce graphique qui montre la différence relative entre les régimes des consommateurs bio et conventionnels. Donc, comment il faut lire ce graphique? En fait, quand les bâtonnets sont dans la partie supérieure, cela montre que les produits sont davantage consommés par les consommateurs bio. À l'inverse, quand les bâtonnets sont dans la partie inférieure, ils sont davantage consommés par les consommateurs conventionnels. Donc, comment on peut interpréter finalement ce graphique hein? Quand on mange bio, eh bien, on mange plus végétal. Voilà. Et c'est notamment visible chez les femmes. Donc, c'est vrai que le régime végétal, et notamment protéines végétales, est étroitement lié au bio. Voilà, on peut le voir à travers également ce petit visuel à droite. Hein. En 2020, 80% du chiffre d'affaires de la catégorie boissons et crèmes végétales était porté par les produits bio. Donc, le bio est donc bien positionné sur cette catégorie des alternatives végétales. Si on regarde les consommateurs bio spécifiquement, on peut noter que la tranche 35-49 ans est la plus consommatrice de produits type céréales, légumineuses, légumes secs, galettes, euh, avec 41% qui mangent au moins un produit bio par mois. Voilà. En revanche, comme vous pouvez le voir en rouge, hein, les légumes secs, ils ont un peu moins la cote chez les jeunes. Alors, les protéines végétales, elles ont globalement une
une perception positive, hein, si on regarde le baromètre consommateur GEPV, 92 des consommateurs ont, une perception positive des protéines végétales concernant, la santé, ce qu'ils estiment bonne pour la santé, en hausse, hein, et également 84 bonne pour l'environnement. Alors c'est surtout visible chez les femmes et les jeunes de 18-24 ans. Et puis les protéines végétales aujourd'hui se positionnent aussi comme complémentaires aux protéines animales et pas forcément en opposition. Alors si on regarde les chiffres de la consommation des protéines végétales et notamment les légumes secs, c'est principalement la lentille qui est la plus consommée. Alors de par sa place dans les habitudes alimentaires, également l'existence de l'AOP, sa facilité d'utilisation. Et puis ensuite, on voit également, les haricots, le pois chiche et les pois cassés, qui sont également en hausse ces dernières années. Mais, les protéines végétales, on les retrouve aussi plus largement dans les produits et de plus en plus. Comme, on peut le voir sur ce graphique, que le nombre de produits contenant des protéines végétales a considérablement augmenté ces 10 dernières années. Dans le diagramme inférieur, qui représente la répartition par rayon en GMS des produits contenant des protéines végétales, on peut voir, eh bien, qu'elles sont dans tous les rayons et notamment dans le rayon traiteur, qui connaît une forte dynamique, ces 5 dernières années. Notamment, eh bien, parce que les consommateurs aujourd'hui dans une démarche de snacking, veulent notamment, des plats plus équilibrés et également riches en protéines. Concernant le marché, des substituts aux protéines animales, il est en hausse, hein. Alors, pour avoir des notions de chiffres, on est à plus 11 en chiffre d'affaires, hein, en GMS en 2019, dont la moitié sont, sont dus sont portés par le secteur des boissons de crème végétale, qui est très dynamique. Et puis également, les prévisions pour les années à venir sont également autour de plus 8 plus 10 selon les 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 études, mais en tout cas, on est, voilà, autour de plus 8 par an. Et si on regarde vraiment, les substituts de viande, hein, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est plus 2 qui concerne uniquement les magasins bio, mais plus 2 l'évolution des ventes de substituts de viande. Ici, je vous présente une extraction, Mintel des lancements de produits contenant des légumineuses et revendiquant haute teneur en protéines, en bio et non bio, en France et en Europe. Alors l'augmentation, elle est notable en bio et conventionnel. L'année 2020 étant particulière avec moins de lancements, compte tenu, des conditions sanitaires. Cela montre bien donc que les entreprises qui introduisent des légumineuses dans leurs produits mettent en avant leur richesse en protéines et que c'est une tendance de fond. Quasiment, la moitié, hein, des produits à base de protéines végétales affichent des allégations telles que, riches en protéines ou riches en fibres. Alors, au-delà des légumineuses, hein, on peut noter, eh bien, qu'il y a une diversité de protéines qui peuvent être intégrées, dans le enfin, au-delà, je veux dire des légumes secs, hein. On peut noter que la protéine de pois, eh bien, elle est en augmentation, dans les produits. Voilà, selon une étude Mintel, hein, sur les lancements en Europe et en Amérique du Nord, heu, on voit que c'est vraiment, une protéine qui est en hausse dans les produits, notamment, pour sa qualité, hein, et sa forte teneur en protéines. En revanche, on voit aussi sur le graphique que les protéines de soja, elles sont en baisse. Voilà. Selon le GEPV, en France, le top 5 des protéines végétales les plus utilisées, sont, le blé, il ne faut pas l'oublier, c'est pas une légumineuse, mais c'est quand même le 1er, 1re protéine végétale utilisée, le soja, ensuite le pois, la fève et le lupin. Alors, le secteur des protéines végétales, hein, on l'a vu, il est très dynamique, il connaît, beaucoup d'innovations et notamment dans le bio. Ici, vous avez un panel de produits, des différents rayons, hein, qui sont sortis, récemment. Voilà, le rayon frais avec les produits Arienco, les tartines et galettes, l'apéritif et snack également qui est très dynamique. Le secteur des soupes, riches en protéines. On va retrouver, tous les produits, en lien avec le snacking, fit and sport, riches en protéines pour les sportifs, également les plats préparés et puis, sur le surgelé. Et donc pour intégrer, ces protéines végétales dans les produits, les transformateurs, ils utilisent différentes formes de protéines végétales. Alors tout d'abord des graines, hein, évidemment, mais aussi des farines, des protéines texturées, des flocons, ou des poudres protéinées.
Et ce qu'il faut aussi, remarquer, c'est que dans une démarche aujourd'hui de clean label, de plus en plus d'industriels sont intéressés par les propriétés fonctionnelles de ces protéines végétales qui permettent de remplacer, eh bien, les additifs et de jouer, un rôle, par exemple de texturant, ou d'autres fonctions également de remplacer certains ingrédients. Donc voilà, on a vraiment une diversité de formes. Voilà et maintenant plus pour revenir plus globalement sur le contexte, on a, connu une crise, hein, et qui on connaît encore, hein, mais forte, mais le bio reste, dynamique dans les intentions d'achat des consommateurs après la crise, bien que le prévisionnel de croissance, soit quand même, les prévisionnels soient à la baisse, hein. Mais une plus grande partie des consommateurs souhaitent aussi, favoriser, eh bien, le made in France et le local, avant tout. Donc, et même un chiffre, hein, avancé par IRI, 75 des acheteurs de produits bio sont vigilants quant à l'origine géographique des produits. Donc cela montre bien que, aujourd'hui dans le secteur du bio, et notamment dans notre réflexion sur les protéines végétales, il y a l'enjeu de l'approvisionnement qui est un enjeu clé, sur une origine France, une origine régionale, mais en tout cas d'avoir de la visibilité sur l'origine géographique de cette production. D'où l'intérêt de monter des filières et aussi de relocaliser sa production. Et puis plus globalement, on a un contexte qui est favorable à leur développement. On a vu ce matin avec le plan de relance de la transition agricole, d'alimentation et de la forêt et aussi, on l'a vu récemment avec, le guide qui a été, sorti, il n'y a pas très longtemps, sur, les recettes à destination de la restauration collective pour, les menus végétariens. Alors, on a un contexte favorable, mais il y a aussi des menaces, hein, qui peuvent, éventuellement être, identifiées. La connotation un peu négative, qu'ont certains consommateurs sur le soja, notamment en lien, avec, l'importation et les images que peuvent avoir les consommateurs dans l'esprit, hein, sur les déforestations dans notre pays, et également sur le volet santé avec, eh bien, des taux de phytoestrogènes qui peuvent être élevés dans certaines conditions. Il y a eu pas mal d'articles, là-dessus. Et puis, on peut s'interroger également sur le nombre de produits transformés qui pourraient basculer dans le champ des produits ultra transformés, avec une image du coup plus négative. Et puis, bah, les menaces sur les dénominations, hein, avec les réglementations en cours et à venir sur les termes les végétaux, steaks végétaux, saucisses végétales. Voilà. Donc, voilà pour la petite présentation, hein, qui, situe, globalement, le secteur des protéines végétales, dynamique avec, un enjeu de construire des filières et des outils adaptés à la demande, des, entreprises et pour correspondre à l'offre de la production. Voilà. Après cette phase, du coup, de questions, je vous propose de passer au témoignage, du coup, de Bernard Martin, directeur des filières, d'Equibio. Nous ne sommes pas des agriculteurs, nous ne sommes pas des collecteurs, mais on saura par contre valoriser ces productions. Et puis ensuite mettre en place des accords durables, des accords basés sur les principes du commerce équitable, comme je vous l'expliquais, sous forme de contrats pluriannuels, d'engagement de volume, mais également d'engagement sur des prix, qui permettent de donner une certaine lisibilité à nos partenaires pour pouvoir eux-mêmes engager des mises en place de cultures et un travail avec les agriculteurs. Ça nécessite aussi de se voir régulièrement pour faire des bilans, pour s'alerter quand les conditions l'imposent. Hein, c'est malheureusement arrivé quelquefois, de façon à pouvoir réagir le plus rapidement possible. Concernant donc sur la diapo suivante, s'il vous plaît, concernant les légumineuses, alors pour nous, ça a été évoqué depuis l'introduction, hein, la légumineuse est un composant essentiel du repas, une composante naturelle du repas végétal. J'ai repris le logo de notre marque, un Priméal avec sa signature, l'alimentation bio-végétale. C'est bien notre engagement depuis la création de l'entreprise. Aller rechercher dans ce qu'il existe au niveau du végétal, toute la diversité qui nous permet d'apporter des protéines dans le repas. C'est également une composante essentielle de la rotation, mais d'autres en parleront bien mieux que moi, mais ça nous amène justement à construire des partenariats non plus sur des cultures, mais sur des rotations. Et ça nous permet de dire, si on a un intérêt sur
des blés, on a aussi un intérêt sur des lentilles, des pois chiches, etc., qui permet aussi de répondre à des besoins multiples des producteurs. Et puis, il existe des productions en proximité de nos outils de production et notamment des installations qu'on a en Ardèche, mais ailleurs, qui nous permettent d'allier un approvisionnement local avec la possibilité de structurer durablement ces filières. On a fait le choix dans la construction de nos filières, et c'est vrai pour les légumineuses, mais aussi pour à peu près toutes, c'est de sécuriser nos approvisionnements sur des bassins de production multiples, vous le comprendrez aisément, hein, pour pallier éventuellement à des périodes plus compliquées, soit liées à des effets météorologiques, parlons pas d'effets climatiques, même si c'est un sujet qui nous préoccupe et qu'on partage avec nos partenaires. Philippe, on a eu l'occasion d'en parler récemment. On construit nos filières en essayant d'avoir plusieurs bassins de production. Donc, la région Rhône-Alpes est une région propice parce que proche de nos unités de production, mais également sur les légumineuses. On travaille en Occitanie, on travaille aussi sur la façade ouest avec des opérateurs de cette région. Pour les légumineuses, si on fait le bilan de la récolte 2020, je ne serai pas le seul à le faire, ce bilan, je pense, mais grosse déception quant aux résultats, alors qu'on avait plutôt des choses qui semblaient bien engagées. Des déceptions quant au rendement par rapport aux prévisions qu'on avait faites. Malgré tout, on se dit il ne faut pas s'arrêter sur cette expérience qui n'est pas forcément positive. L'année d'avant, les résultats étaient nettement meilleurs. On va se donner la possibilité sur les récoltes à venir de travailler dans la durée et travailler aussi avec nos partenaires sur des itinéraires culturaux pour justement pouvoir asseoir durablement ces cultures et garantir aux producteurs des rendements qui, eux, participent à la rémunération de leur activité. Voilà ce que je voulais présenter succinctement. Je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Très bien, merci. Du coup, très clair, la présentation. On a quelques questions, donc je vais les reprendre. Alors déjà, il y a une question par rapport au label utilisé. Donc, souhaitez-vous adhérer au label Bio français équitable lancé par la FNAM? C'est une question aujourd'hui, vous êtes sur le label Bio partenaire. Est-ce que vous envisagez d'autres labels et notamment le label Bio français équitable France? Alors, on est à l'origine de la création du label Biopartner. Nous faisons partie d'un groupe d'entreprises, hein, notamment des entreprises régionales ou de la grande région Car Sud-Est, hein, qui ont, il y a 17 ans maintenant, ont créé ce label et cette démarche de commerce équitable. C'est celle qu'on promeut auprès de nos clients à partir de nos marques. C'est un label qui a pour nous l'intérêt aussi d'être dédié au réseau des magasins spécialisés bio, qui est le territoire sur lequel on intervient. Donc, c'est plutôt à partir de ce label qu'on souhaite poursuivre le développement de nos filières. Cela dit, et c'est un sujet qu'on a eu l'occasion d'évoquer hier dans un autre cadre, les labels ne s'opposent pas et je dirais même que dans ces démarches de structuration de filières, on a tout intérêt aussi à partager et reconnaître le travail qui peut être fait par d'autres pour justement augmenter les besoins et aussi augmenter les disponibilités en matière première agricole. C'est-à-dire que si demain, que ce soit le label que vous citez ou d'autres, hein, peuvent reconnaître le travail qu'on a fait à partir de notre propre label, on saura reconnaître aussi ce travail pour le valoriser auprès des consommateurs. Merci. Une question aussi sur, vous avez parlé tout à l'heure de 4 nouvelles filières lancées en 2021. Du coup, il y avait une question sur les informations par rapport à ces filières. Depuis quand et avec qui les construisez-vous?
Alors, si on parle des 4 filières, ça m'amène à dire effectivement que la construction d'une filière ne se décrète pas et ne se réalise pas du jour au lendemain. Ça nécessite, on va dire, au minimum 2 années de travail, voire au-delà. Surtout si on veut les construire durablement et les rendre pérennes. Donc, les 4 filières qui ont été mises en place et qui vont être sur lesquels on va pouvoir commercialiser des produits dès cette nouvelle année. Ça concerne des blés tendres que l'on valorise à travers une unité de production de biscuits, également des farines panifiables à partir de cette filière blé tendre, une filière de chanvre qui sollicite des productions qui, pour l'instant, ne sont pas dans la région, mais peuvent concerner des producteurs de la région un jour, pourquoi pas. Les blés tendres étant, pour une part importante, issue d'un partenariat qu'on a avec des coopératives régionales. J'ai cité Oxiane, mais je peux citer aussi la Dromoise de céréales, avec qui on est en partenaire sur ce projet. Une filière qui nous amène à produire des graines de courge, également produit intéressant, enfin qui est très consommé dans le réseau de magasins spécialisés bio. Et enfin, une filière qui est naissante sur laquelle on a travaillé pour implanter une culture de quinoa, même si on est historiquement implanté en Bolivie avec une unité, des relations avec des producteurs depuis plus de 25 ans, on a souhaité organiser une production de quinoa sur le territoire français, qui peut être aussi une culture de la rotation dans notre région. Des essais ont été faits, on tirera un bilan à la fin de la semaine, d'ailleurs, avec nos partenaires de cette filière. Bien, merci. Du coup, on va prendre une dernière question, parce que le temps passe. C'était une question peut-être un peu plus technique et délicate, mais c'était le niveau de marge brute à l'hectare équitable pour un producteur. Est-ce que vous pouvez donner des notions? Est-ce que c'est difficile et délicat? Alors, je ne veux pas botter en touche, mais peut-être que je laisserai répondre d'autres sur la partie rémunération des producteurs et marge brute. Je peux par contre expliquer que dans le cadre des démarches commerce équitable et la labellisation que l'on met en place, on établit ce qu'on appelle le prix de sauvegarde, qui est calculé à partir justement d'un travail d'analyse des coûts de la production. Donc ça, c'est un travail qu'on fait de façon transparente et totalement ouverte avec les opérateurs de production avec lesquels on travaille, qui nous permet de s'engager à ne pas, nous, de notre côté, acheter à travers la filière des produits auprès des agriculteurs en dessous de ce prix de sauvegarde. Et c'est un des engagements qui nous permet effectivement de donner un peu de perspective et de visibilité aux producteurs. Mais vous donner un niveau de marge précis sur cette production, je ne sais pas si d'autres peuvent intervenir. Très bien, merci. De toute façon, ce sera peut-être effectivement le sujet tout à l'heure lors des échanges. Voilà. Et dernière question, parce qu'elle est quand même pertinente, pour préciser, parmi les filières légumineuses dont vous avez parlé tout à l'heure, finalement, quelles sont-elles en fait? Quelles sont les principales filières légumineuses que vous travaillez? Et puis, est-ce que vous êtes ouvert finalement, vous avez parlé du quinoa, voilà, à ouvrir un peu la diversité des protéines végétales? On travaille principalement sur des légumes secs, donc des lentilles, des pois chiches. Les lentilles, on va essayer de trouver les différentes couleurs de lentilles dont on a besoin et qu'on propose. Bon, la lentille la plus consommée est la lentille verte. On a effectivement ces tests qu'on a engagés sur le quinoa, même si on a une expérience quinoa bolivienne beaucoup plus ancienne, qui nous permet d'ailleurs d'utiliser cette graine et de la valoriser dans différentes productions, que ce soit dans des pâtes, dans des tartines craquantes, etc. Donc voilà les principales légumineuses sur lesquelles on va travailler. Ce qu'on va rechercher d'ailleurs, nous, c'est aussi, à travers les process industriels dont on dispose, je vous ai cité les pâtes, etc., des solutions qui permettent de rendre plus facile l'utilisation et la consommation des légumineuses, des légumes secs, qui ont pour caractéristique, c'est de nécessiter des temps de cuisson relativement longs. Donc, on a investi récemment sur des process qui nous permettent d'améliorer ce point-là et de rendre encore plus facile la consommation des légumineuses.
Très bien. Merci Bernard Martin pour cet échange du coup et puis votre témoignage. Je vous propose qu'on continue du coup les échanges de façon plus globale et pas uniquement sur vos projets Equibio, mais voilà sur cette filière-là en région. Alors tout d'abord, pour resituer le contexte, hein, les objectifs là, du temps d'échange que nous allons avoir, eh bien, c'est tout d'abord face à la demande et les tendances sur les protéines végétales, l'objectif c'est construire des filières résilientes, durables en région Auvergne-Rhône-Alpes et puis en France hein, de manière générale. Mais du coup, d'identifier un peu les leviers pour développer les filières des protéines végétales en région, les points éventuellement manquants, identifier les priorités à se donner. On l'a vu ce matin avec le plan protéines végétales du gouvernement qui dresse quand même des actions, des mesures. Mais au-delà des mesures financières, il faut aussi arriver à structurer ces filières et à répondre aux besoins à la fois des entreprises de l'aval, mais aussi des producteurs. Voilà, donc c'est l'objectif, on va dire, du temps que nous avons maintenant. Alors, avant de commencer, je vais vous proposer de contribuer via l'outil WooClap. Donc, c'est un outil collaboratif. Donc, concrètement, comment vous pouvez contribuer? C'est en vous connectant, alors, soit sur votre portable, soit directement sur votre ordinateur. Ça va vous offrir une autre page. Je vais vous envoyer le lien dans le chat, mais vous pouvez aussi le taper directement dans la barre du navigateur. Hop, je vous l'envoie ici. Donc, je vous invite à cliquer dessus, soit directement sur votre PC, soit en écrivant sur le navigateur de votre smartphone www.wooclap.com/FZEYSZ. Donc ça, c'est le code qui vous permettra d'accéder aux différentes questions. Voilà, donc soit vous cliquez dessus pour accéder directement sur l'ordinateur, soit vous retapez dans le navigateur de votre smartphone. Voilà, et le code, il est affiché à l'écran. On ne le voit pas trop, mais c'est FZEYSZ. Donc, je vais lancer la première question qui est sur quelle matière première rencontrez-vous des difficultés d'approvisionnement en origine France? Alors, répondent ceux qui peuvent répondre hein, parce que vous êtes une entreprise et donc vous êtes confronté voilà, dans vos achats à des difficultés sur certaines matières premières ou parce que vous êtes producteur et vous avez connaissance de ces informations-là ou parce que vous êtes conseiller et que vous voyez ceci, cela. L'idée, c'est vraiment d'avoir une image un peu des personnes présentes. Hein. Alors, bien sûr, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, vous êtes quand même 43, ça donnera une image un peu des différentes filières peut-être, et ça permettra de lancer les discussions. Alors, je vais essayer de lancer, normalement ça devrait fonctionner. Voilà, normalement, avec ce code-là, vous devriez pouvoir vous connecter et répondre du coup. Donc là, c'est vraiment en nuage de mots. Donc, il faut mettre des mots-clés et ça va faire ensuite un nuage de mots. Voilà. Donc, vous pouvez en mettre plusieurs. Hein, voilà, pois chiches, lentilles. N'hésitez pas à être clair sur, en tout cas, s'il y a plusieurs matières premières, vous pouvez les inscrire. On attend un petit moment, effectivement, que tout le monde puisse participer. Bon, on n'a eu que 7 réponses. Visiblement, il y avait peut-être un timing qui a bloqué la contribution. Voilà, donc là, vous avez le résultat. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu voter? J'ai l'impression que c'était un peu court, en fait. Si vous pouvez le mettre dans le chat ou me dire… Bon, en tout cas, ce qu'on voit effectivement, là, vous avez mis graines de courge, pois chiches, lentilles beluga, lentilles corail. Donc, on est sur des types de lentilles, pois cassés, graines décortiquées. On rejoint l'idée
de la graine. Alors voilà, à partir de ça, hein, ça permet d'illustrer, c'est pas très représentatif parce que vous n'êtes pas très nombreux à avoir du coup participé pour des raisons peut-être techniques. Il y aura une deuxième question par la suite. Voilà, donc là maintenant c'est un temps d'échange. Je souhaitais avoir eh bien, vos témoignages par rapport à ces difficultés-là. Donc à la fois si vous êtes opérateur économique ou conseiller ou en lien, voilà, n'hésitez pas à prendre la parole, hein, peu importe qui vous êtes par rapport à ça. Peut-être que pour lancer la discussion, on peut avoir peut-être le regard des entreprises qui s'approvisionnent pour leur production. Du coup, je pense à Sabaro Wassner, Pau d'Arnaud qui peut avoir aussi une idée. Les coopératives, bien évidemment, par rapport aux demandes qu'elles ont. Equibio. Coopérative, n'hésitez pas. Oui. Oui, Claire Roch, oui, je rebondis donc par rapport à ce qui a été proposé comme réponse. En fait, oui, aujourd'hui, je suis d'accord, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais graines décortiquées. En effet, aujourd'hui en France, on arrive à mettre en production les graines, les légumes secs dont on a besoin, mais aujourd'hui, ce qui peut en effet bloquer, ça va être plutôt la transformation, donc le décortiquage des graines, le décortiquage des lentilles brunes pour en faire des corails, et idem pour les pois. Donc là, du coup, ce dont vous parlez, c'est l'outil finalement de transformation, de décortiquage. Oui, tout à fait. Ok, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont dans ce sens, qui souhaitent témoigner sur ce sujet du décortiquage ou Samuel L'Orphelin, moi, je suis salarié à l'association Agri-Biodrome, le groupement départemental des producteurs bio de la Drôme. Donc c'est moi qui ai parlé de graines décortiquées. Alors évidemment, ça ne concerne pas que les légumineuses, mais c'est une demande qu'on a de temps en temps de la part de producteurs. Ça peut être sur du sarrasin, ça peut être sur de la graine de courge, ça peut être sur la graine de tournesol, où on voit que là, il y a une concurrence très forte de pays d'Europe de l'Est ou même de la Chine, soit parce que ces pays ont été capables de s'équiper en équipement pas trop cher pour faire du décortiquage, soit parce qu'ils sont encore sur des process manuels que donc nous ne pouvons pas mettre en place en France pour des raisons de coût de la main-d'œuvre. Donc c'est aujourd'hui une des barrières matérielles, en tout cas, pour aller vers la diversification de production et vers la diversification de transformation des grandes cultures biologiques, parce qu'on a encore très peu d'équipements en région et en France, de manière générale, dans ce domaine. Bien, merci pour le témoignage. Donc, un besoin effectivement d'outils de transfo, en tout cas pour pouvoir être concurrentiel sur ces graines décortiquées. Donc, sarrasin, graines de tournesol, graines de courge. Claire Roch de Sabaro Master, vous parliez aussi pour décortiquer les lentilles et les pois cassés. Oui, tout à fait. Oui, bonjour. Bonjour. Valérie Sislovski de l'ADIV. Donc l'ADIV, juste pour présenter, hein, on est un institut technique agro-industriel. Alors il se trouve qu'on a historiquement, on est positionné sur la transformation des viandes et produits carnés. Et en fait, donc on travaille depuis quelques années sur la transformation des protéines de toute origine. Voilà, donc d'où l'intérêt pour ce webinaire. Alors, j'ai une question, en fait, c'est par rapport aux entreprises qui transforment justement ces matières premières végétales. Le choix des matières premières, il est plutôt lié en fait à l'amont ou à l'aval, et notamment, voilà, quand vous dites que vous avez besoin de lentilles corail ou de graines décortiquées, etc., est-ce que vous le faites par rapport à un produit fini et par rapport à une cible de consommation en particulier? Ou est-ce que c'est voilà, ou c'est vraiment une réflexion plutôt liée à la partie filière et plus tirée par l'amont? Je ne sais pas si des personnes peuvent répondre.
par rapport à la recherche des entreprises de transformation? Oui, parce que voilà, je veux dire, Oui. ceux Oui, oui. qui fabriquent des produits, voilà, j'imagine que dans le cahier des charges, ils vont demander voilà, un niveau de transformation de la graine au-delà de la matière première en termes de diversité de sourcing, quoi. Peut-être Claire Roch sur le sujet des lentilles? Oui, nous sommes donc conditionneurs en fait, donc on ne peut pas parler vraiment de transformation, mais voilà, nous c'est vraiment une demande qui est tirée aujourd'hui par les besoins qui sont communiqués par nos clients. Le consommateur veut de l'origine France. Merci. Est-ce que quelqu'un du coup veut répondre à la question de Madame Silowski? Bon, visiblement, C'est pas grave. pas plus de réaction que ça. Peut-être si vous voulez reformuler différemment ou par rapport qu'est-ce que vous sous-entendez derrière ça par rapport à vous, vos besoins ou? Non, voilà, enfin, en fait, voilà, bon, la question, là, elle est tournée sur la matière première dans le sens plutôt sourcing de la source végétale, en fait, hein. Je pense que vous l'aviez tournée comme ça. Voilà, moi, la question, ça aurait été le niveau enfin, l'état. Ah, on vous entend plus. Bon, ça a coupé. Dommage. Très bien. Alors du coup, par rapport aux matières premières, donc là, on a fait focus par rapport à ce petit exercice sur la question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, voilà, par rapport à votre expérience, que vous pouvez faire part de tensions? Est-ce que pour vous, on est aujourd'hui, face finalement à une phase où il y aurait peut-être plus de production que d'utilisation par les transformateurs? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on est encore à une étape de tension Ah oui, entre la excusez-moi, moyenne je viens de me rendre compte que je parlais dans le vide. oui, oui, on vous entendait plus. Vous m'entendez? Oui, oui. Ah, alors par contre, je vous entends plus. Ah. Je ne vous entends plus. 1, 2, 1, 2. Bon, du coup, en attendant, peut-être que vous nous retrouviez. Est-ce que voilà, il y a des personnes justement qui veulent faire part de peut-être les coopératives, du coup, je pense à la coopérative Oxiane qui est présente, peut-être sur le volet tension. Est-ce que vous, par rapport à la production de légumineuses des producteurs, vis-à-vis de la demande en face des entreprises de transformation, est-ce que pour vous, il y a une tension? Est-ce que pour vous, il y a un manque sur certaines filières? Oui, alors il y a effectivement une tension, il y a une demande, on l'a évoqué ce matin, qui est en augmentation sur ces protéines végétales. Et en ce qui concerne les légumineuses, ce sont des productions qui sont quand même très difficiles à maîtriser. On l'a évoqué sur les lentilles bio, par exemple. Je crois que la moyenne nationale est à 4 quintaux hectares cette année, ce qui est extrêmement faible. Ce sont des cultures à risque. Qui ne sont pas encore complètement maîtrisées d'un point de vue agronomique. C'est-à-dire qu'on a eu cette année des cultures qui étaient effectivement très jolies jusqu'à la récolte et qui finalement n'avaient pas de rendement. Donc on a des difficultés à maîtriser, à stabiliser la production, ce qui fait que les agriculteurs peuvent être assez déçus des rendements. On peut avoir des parcelles qui ne sont pas du tout récoltées. Donc la difficulté, c'est comment on amène des producteurs dans ces filières-là, alors qu'ils peuvent avoir des années avec zéro revenu sur leurs parcelles. Donc ça, c'est une vraie question, effectivement, en particulier sur la lentille. Et donc pour vous, derrière ça, dans cette question, comment finalement arriver à amener à des producteurs à aller sur ce type de production à risque? Est-ce que vous identifiez des leviers, que ce soit vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis peut-être des fonds publics, ou est-ce que vous avez des pistes? Aujourd'hui, les fonds publics, on le voit à travers le plan de relance, ce sont des fonds qui sont essentiellement faits pour aider à la construction d'une filière. Donc, on peut avoir des aides sur des outils de transformation, sur du stockage, sur des choses comme ça. Mais comme toutes les aides, il ne peut pas y avoir d'aide directe à la culture, ça, ce n'est pas possible. Donc, du coup, c'est difficile d'accompagner un agriculteur quand on ne peut pas l'aider quand il n'a pas une aide spécifique à la culture. Donc l'aide qu'il a, elle est financièrement apportée par le client utilisateur de la graine. Non, le premier travail que l'on essaye de faire, c'est d'essayer de maîtriser d'un point de vue agronomique cette culture. Mais on voit qu'avec les variations météorologiques, les changements climatiques
Et les coups de chaud répétitifs, l'absence d'eau et ainsi de suite, on a de plus en plus de mal à maîtriser cette culture. Donc c'est un vrai enjeu. Ce n'est pas une question de variété, ce n'est pas une question de stockage, de transformation. Aujourd'hui, c'est surtout une question de maîtrise agronomique de la production. Oui. D'accord. Merci. Philippe Lefebvre, du coup, de la coopérative Oxiane. Et donc là, vous avez dit qu'effectivement, il fallait maîtriser la partie agronomique. Alors, autour de la table, je sais qu'il y a des conseillers qui accompagnent aussi les producteurs sur ces légumineuses-là. Peut-être que vous pouvez prendre la parole vis-à-vis de ce que vous constatez. Est-ce qu'effectivement, c'est un des principaux freins? Alors, vous dites qu'il n'y a peut-être pas besoin de recherche variétale, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Peut-être avoir l'avis des uns et des autres sur ce sujet par rapport à la maîtrise technique, maîtrise agronomique en lien avec les producteurs. Je peux peut-être prendre la parole, Loane Thibault, de la Chambre de l'Isère. Donc, on travaille en partie notamment avec Oxiane sur cette problématique et plus largement, j'y reviendrai dans la présentation à 11h30 là, sur la lentille et le pois chiche, sur l'acquisition de références sur ces cultures. C'est vrai que le côté aléatoire, que ce soit sur la lentille et le pois chiche, est vraiment, vraiment important. La sensibilité aux aléas climatiques est très importante et surtout, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est la très faible, le côté très peu concurrentiel de ces cultures par rapport au développement de mauvaises herbes. Donc, ça peut être très, très vite envahi. Sur le côté variétal, sur la lentille, disons qu'on a un choix très, très réduit, c'est-à-dire qu'on ne parle même pas finalement de variété, mais plutôt de type. On n'a qu'une seule lentille verte, qu'une seule variété de lentille verte disponible actuellement, qu'une seule variété de lentille blonde, qu'une seule variété de lentille corail. Donc, nos essais actuellement sont plus entre essayer différents types, la blonde, la corail, la verte et la noire, beluga, pour voir un peu comment elle se développe dans nos territoires. Je vous présenterai les résultats après de cette première année d'essai. Voilà, c'est assez variable. Beluga, par contre, est clairement à la traîne et a, je pense, beaucoup moins de potentiel, en tout cas rendement sur nos secteurs. Et par contre, sur le pois chiche, on a des essais variétaux avec vraiment de nombreuses variétés en lien avec Terrinovia. Là, je pense qu'il y a vraiment une offre variétale à étoffer sur ce volet pois chiche. Actuellement, on a surtout la twist qui est développée et vraiment, ça semble pas forcément être la meilleure variété pour nos secteurs. Et enfin, la dernière chose, c'est que vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure, en termes de valorisation, au vu des rendements moyens constatés ces dernières années sur la lentille et le pois chiche, à mon avis, il y a vraiment une sensibilisation à avoir sur quel est vraiment un prix juste rémunérateur de ces cultures. Les agriculteurs qui en font depuis déjà un certain nombre d'années préfèrent largement privilégier leur côté vente directe où ils ont des prix de valorisation bien plus importants. Et globalement, actuellement, il est plus rentable de faire un blé ou un soja, voire un maïs, qu'une lentille. Et surtout que l'itinéraire technique est bien mieux maîtrisé, quoi, avec des prix qui sont rémunérateurs et beaucoup moins aléatoires que ça va l'être sur une lentille. Donc, souvent, ils vont trouver un peu les prix du marché en filière, pas à la hauteur, quoi. Voilà le retour qu'on peut avoir de quand même un certain nombre d'agriculteurs. Bon, après, si on fait 20 quintaux tous les ans en lentilles, oui, là, c'est sûr que c'est super intéressant. Merci. Alwen, du coup, ça veut dire effectivement du pois chiche où l'offre variétale existe, mais peut-être pas forcément déployée utilisée par les producteurs. C'est ça, on a au moins une dizaine de variétés qui sont disponibles, en tout cas, par exemple, pour les essais, là, des variétés qui sont inscrites. Ce qui n'est pas le cas sur la lentille, où potentiellement, ils parlent d'inscrire une nouvelle variété de verte, mais ce n'est pas encore fait, quoi. Voilà.
Ok, donc là, moi, ce que j'entends dans les différents témoignages par rapport aux besoins, c'est effectivement creuser la maîtrise agronomique parce qu'il faut quand même arriver à avoir du rendement qui soit assez régulier pour aussi rassurer les producteurs, mais aussi conforter les entreprises derrière qui vont nécessiter, enfin vouloir ce type de matières premières de façon quand même assez régulière en termes d'approvisionnement. Mais de l'autre côté, il faut aussi qu'il y ait un engagement de la part des entreprises de transformation sur un prix qui soit quand même rémunérateur pour le producteur afin en tout cas de le rémunérer à la juste valeur, même si visiblement c'est un peu compliqué de connaître le vrai prix, le bon prix pour rémunérer un producteur sur ce type de production. Et aussi dans le temps pour encourager des nouveaux éventuellement producteurs, en tout cas encourager des producteurs à rejoindre ce type de production. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a une personne, avant de passer à la question numéro 2, qui souhaite donner voilà, son regard sur les différents approvisionnements, les difficultés d'appro en légumineuses? Il y en a beaucoup d'autres, hein. Juliette BioAppro, moi j'aimerais bien intervenir dans le sens où nous on est une coopérative qui vend essentiellement à la restauration collective et sur 2 départements, le Rhône et la Loire, donc on est vraiment en ultra local. Après on s'approvisionne sur nos départements, plus la région Auvergne-Rhône-Alpes principalement. Et on parlait enfin la question précédente, elle était qu'est-ce que vous trouvez pas sur la France? Mais moi je dirais même qu'est-ce qu'on trouve pas sur la région? Parce qu'aujourd'hui, nous, les demandes des collectivités, elles sont pas d'avoir de la légumineuse origine France, elles sont d'avoir de la légumineuse origine région. Et je pense que c'est quand même un challenge de demain parce que la métropole de Lyon et la ville de Lyon qui sont faut quand même un certain nombre de repas par jour vont quand même être motrices sur l'achat de ces légumineuses-là et je pense qu'il y a quand même une marge de manœuvre sur le prix. Je suis d'accord, en fait, ce ne sera pas payé au rabais, hein, c'est pas l'idée. Mais il y a quand même un besoin de volume sur de la légumineuse brute sur la région et qu'aujourd'hui, nous, on a du mal à trouver. On en trouve en lentilles et pois chiches, mais c'est tout. Hmm. Oui, du coup, sur l'origine régionale au-delà de l'origine France. Oui. Peut-être que des collecteurs du coup ou producteurs peuvent éventuellement partager leur avis sur le sujet ou d'autres personnes. Moi, Samuel L'Orphelin, donc dans la Drôme, je veux bien compléter ce qu'a déjà dit Olwen autour de la production. Donc ça, c'est le regard un peu des producteurs bio, donc surtout en Drôme, hein, parce que je peux parler que de mon département. Donc comme Olwen l'a dit, on a des conditions pédoclimatiques qui rendent la culture assez irrégulière en termes de résultats. Et on ne va pas pouvoir basculer d'un coup vers une production massive de légumineuses, que ce soit lentilles ou pois chiches, puisque ça reste une culture de diversification qui concerne des exploitations en grande culture qui ont peu ou pas d'irrigation. Pour les personnes, pour toutes les fermes en tout cas qui sont dans les zones de plaine ou les zones irriguées, ce qu'a dit Owen tout à l'heure, c'est que la lentille ou le pois chiche ne seront jamais suffisamment rentable par rapport à de la production de soja ou de la production de maïs. Donc, on réserve ça pour toutes les fermes qui ne sont pas irriguées, qui sont en zone de piémont, et on reste bien sur une culture de diversification qui va être intégrée dans une rotation avec du blé, avec d'autres choses. Donc, on ne va pas basculer soudainement vers une production massive de ces légumineuses. On va pouvoir augmenter progressivement la production si on arrive à sécuriser un peu plus la production avec des essais variétaux ou avec des itinéraires techniques qui sont plus sécurisants. Ok, donc le gain en volume passera plus par des performances agronomiques et moins par un intérêt soudain des producteurs pour cette culture qui est pas forcément intéressante financièrement et puis d'un point de vue aussi, j'essaie de reformuler, hein, d'un point de vue aussi climatique. Très bien. Par rapport à la production régionale, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent contribuer? Je sais que le Sud-Ouest est très fort sur les légumineuses. Hein. Est-ce que sur le sujet, alors je sais qu'il y a des contributions. Ok.
Arnaud Fourier, donc, qui permet de réagir par chat, il dit que c'est difficile de valoriser la lentille en diversification au niveau des agriculteurs. On a des exemples de producteurs dans la Ligue qui ont raté 2 années de suite 5 hectares de lentilles. C'est vrai que ça reste des productions compliquées. Très bien. Alors, pour continuer nos échanges, j'ai proposé une deuxième participation sur WooClap, donc toujours sur la même interface. Donc, vous avez sur votre portable ou sur votre ordinateur, avec le même code. Et il y a une question qui va s'afficher, qui est, selon vous, quels sont les maillons à développer dans la filière des protéines végétales? Voilà, pour développer cette filière-là en région, parce que c'est bien le besoin dont a rappelé du coup Julia de BioApro. Quels sont les maillons à développer? Donc, il y a sélection variétale et semences, production, atelier de première transformation, outils de mise en lien producteur-transformateur et débouchés ou autres. Voilà, ça permettra aussi de continuer les échanges. Voilà, je vous laisse contribuer. Donc, il me semble que vous pouvez cocher plusieurs cases, mais je ne suis pas sûr. Très bien. 13 personnes ont répondu. 14, 15. 17. Allez, encore 10 secondes. Voilà, les retardataires. Attention, je vais cliquer sur les résultats. Alors, parmi les 18 personnes qui ont participé, les maillons à développer sur la filière, ce sont principalement le côté production, hein, avec la sélection variétale, les semences, donc les variétés, la production, les ateliers de première transformation, ensuite les outils de mise en lien producteur-transformateur, les débouchés, bien moins, et des personnes qui ont mis autres. OK, donc maintenant, j'aimerais du coup avoir peut-être la participation là, de ceux qui ont coché les ah, il y en a qui votent encore, ce n'est pas fini. Voilà, peut-être sur les ateliers de première transformation, on a pas mal parlé de la production. Est-ce qu'il y a des personnes voilà, qui veulent exprimer leurs besoins sur quels ateliers de première transformation finalement il manque et qui seraient nécessaires? Alors, qui veut prendre la parole par rapport à son vote? Voilà, ça fait le lien avec une question là qui est sur le chat, hein, c'est est-ce que les opérateurs économiques peuvent-ils nous dire quelles sont leurs attentes, besoins en matière de mise en œuvre de ces protéines dans les ateliers de transformation? Première, deuxième transformation en produit fini. C'est concrètement, on a la graine qui sort du champ. Voilà, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut pour que les entreprises agroalimentaires l'utilisent pour transformer, pour l'introduire dans les produits? Oui, c'est Philippe Lefebvre à nouveau de Coopérative. Oui, allez-y Philippe. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a une étape effectivement importante entre la collecte des graines de légumineuses et puis l'utilisation par la deuxième transformation. C'est une étape de triage, de stockage, de sécurisation en termes d'insectes qui nécessite un process un peu particulier, d'autant plus qu'effectivement, on doit être très attentif aux contaminations croisées.
souvent, sur ces légumineuses, on a des attentes de nos clients qui sont notamment d'être garantis sans gluten ou des choses comme ça. Donc, il faut qu'on soit sur des process très particuliers, adaptés à la lentille. La difficulté aujourd'hui, c'est que pour mettre en œuvre ces process-là, il faudrait avoir plus de volume parce qu'en fait, c'est toujours la question de l'équilibre économique. Pour investir dans des lignes dédiées à ces productions-là, il faut avoir du volume. Et pour avoir du volume, on revient à la question initiale, c'est comment on sécurise la partie production. Donc, c'est lié. Mais là-dessus, on a vu que dans le plan de performance, il y avait certainement des aides possibles sur la mise en place de ces outils-là. Effectivement, on a besoin de se consolider, de se structurer pour qu'on ait des lignes qui soient de plus en plus adaptées aux nouvelles attentes, aux attentes des industriels, c'est-à-dire de sécuriser l'aspect qualité, notamment du triage, de la conservation des grains entre la collecte et leur utilisation. Très bien, merci. Donc effectivement, hein, on parlait tout à l'heure de décortiquage, là vous parlez de triage, de stockage, besoin de sécuriser aussi ces flux de matière suivant les cahiers des charges des différentes entreprises. Tout à l'heure dans ma présentation, je parlais également de poudre, de protéines texturées. Est-ce que c'est des matières que vous utilisez? Est-ce qu'il y a besoin de ce type d'entreprise de transformation aujourd'hui sur le territoire? Est-ce que des personnes veulent s'exprimer du coup sur cet atelier de première transformation? Difficile, c'est pas facile hein, en visio, donc je sais que vous êtes là, j'essaye de relancer. Il y a aussi le temps que chacun puisse écrire, réfléchir, etc. Moi, je veux bien m'exprimer là-dessus. Allez-y. Fanny Van de Waal, Bio en Hauts-de-France. Du coup, oui. J'ai laissé un petit mot par rapport à un projet qu'on a depuis 2018 qui s'est orienté finalement sur la févrole. Mais à la base, c'est parti de la farine fractionnée. Donc, on est en plein dans les poudres. De la farine fractionnée par turboséparation qui consiste en fait à microniser la farine. Donc, on a des toutes petites particules qu'ensuite on divise en 2 phases par des procédés physiques. Et donc, ça permet d'avoir une partie riche en protéines. Et sur la févrole, c'est pour ça que je parle de la févrole, parce que sur la févrole, on atteint 65% de taux de protéines sur la partie riche en protéines. Donc, c'est quand même assez intéressant, je pense, pour ce qui est alimentation humaine. Et ça dépasse en fait le taux protéique du soja, donc ça peut être assez intéressant. Et du coup, la question, c'est est-ce que ça peut intéresser des industriels? Donc, il y a le groupe Soufflet qui a investi dans une unité de turboséparation il n'y a pas très longtemps, et notamment pour transformer de la févrole et peut-être aussi d'autres graines. Donc, je pense que c'est aussi une piste intéressante. Et on tombe aussi quand même dans le biais de l'ultra-transformation qui a été évoqué au début. Et je pense que c'est important d'être bien capable de communiquer là-dessus parce que ce n'est pas la même chose que des protéines texturées qui vont être traitées avec un changement de pH et donc peut-être dénaturées avec de l'utilisation d'eau. Là, dans le cas présent, on est dans quelque chose qui est en fait de la meunerie plus, je dirais. Voilà, c'était une remarque par rapport à ça. Et j'avais une autre question en même temps sur l'approvisionnement. On parlait de risques et je me dis que le fait de travailler sur des mélanges au niveau des parcelles, donc des mélanges céréales protéagineux, peut-être ça réduit le risque, mais est-ce qu'on peut être capable de répondre à la question du sans gluten dans ces conditions-là? Je ne sais pas si c'est possible de faire un mélange céréales protéagineux et d'être garanti sans gluten. Ça me paraît compliqué, mais peut-être que c'est possible si un acteur veut s'exprimer sur le sujet. En tout cas, intéressant votre témoignage là sur effectivement pour le coup, c'est vraiment un outil de première transformation qui permet de faire de la farine fractionnée, diviser finalement, isoler la partie protéique par rapport aux demandes des industriels. Moi, ce que je peux vous dire par rapport au niveau du cluster bio, on a des demandes d'entreprises sur, j'ai une demande sur des protéines texturées pour justement pouvoir favoriser, on va dire, à l'introduction de légumineuses dans le produit transformé.
On a vu tout à l'heure les différents types d'ingrédients, hein, mais voilà, c'est des demandes que j'ai ponctuellement. Donc, ils ne sont pas forcément là partagés par les opérateurs présents. Voilà, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément d'opérateurs qui font des produits type boulettes et galettes. Mais c'est des demandes qui me sont remontées. Voilà. Très bien. Alors, première transformation. Oui, je vois que des personnes enlèvent le micro si elles veulent s'exprimer. Allez-y. Oui, Valérie, toujours de la DIV. C'était juste pour compléter cette histoire de première transformation. Donc, la DIV est animateur d'un réseau là, qui est le RMT protéines végétales. Donc, on a des partenaires, donc notamment Extractis, qui travaillent justement sur cette transformation. Donc, eux, selon eux, en fait, ils nous expliquent que on va dire toutes les étapes de cracking, on va dire, d'une graine jusqu'à différents niveaux de protéines, qu'elles soient sous forme de poudre, d'isolat, de farine, sont finalement assez bien connues de ce que j'ai compris. Et par contre, en fait, la difficulté, c'est justement des extractions ou de la purification voilà, vont être faites sur certaines graines, mais sans déboucher derrière, c'est-à-dire sans… on n'arrive pas vraiment à définir voilà, pour faire tel type de produit destiné à telle cible de consommateur, puisqu'il y a un petit peu un enjeu nutritionnel aussi derrière. Voilà, de pouvoir orienter sur quel niveau de transformation finalement il nous faut de la graine. Parce que donc, comme l'a dit Madame Van de Waal, la transformation peut aussi dégrader les propriétés nutritionnelles des matières premières. Donc certes, on va gagner en fonctionnalité, mais on va perdre en nutritionnel. Ce qui veut dire que derrière, pour le produit fini, c'est pas toujours facile finalement d'orienter la protéine voilà, vers une cible produit fini consommateur. D'accord. Donc, ce que vous dites finalement, c'est qu'il y aurait un besoin d'identifier un peu plus les besoins des entreprises de transformation sur ce qu'elles recherchent, en fait, que ce soit nutritionnel ou fonctionnel, par rapport aux différentes légumineuses. C'est ça, exactement. D'accord. Je suis d'accord avec Madame Silowski. D'accord. C'est une grande problématique de développer de l'applicatif, d'être capable d'avoir derrière. En fait, on n'a pas forcément la culture culinaire qui va derrière, donc c'est aussi à développer dans le milieu industriel et semi-industriel. Merci. Oui, Monsieur Sébastien Roch? Non, j'ai cru que vous vouliez prendre la parole. Ok. Non, c'est bon. D'accord. Quelqu'un va s'exprimer sur cette première transformation? Sinon, il y a une personne qui souhaitait un peu plus avoir l'avis des semenciers sur la sélection variétale des légumineuses par rapport aux problématiques dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Parce que c'est quand même arrivé en top moine du sondage sur les maillons à développer, la sélection variétale et les semences. Alors peut-être que Union Biosemences ou Limagrin. Alors pour Limagrin, je peux éventuellement intervenir, surtout que j'ai aussi coché la sélection variétale. Je pense aujourd'hui, notamment en lentilles, on en parlait tout à l'heure, hein, on souffre énormément de sélection variétale. On travaille toujours avec, comme disait Olwen, une variété par type de lentilles qui en plus sont des variétés pour certaines assez anciennes. Alors le groupe Limagrin n'est pas forcément très investi, on va dire aujourd'hui, dans la partie recherche pour les légumineuses, sachant que quand on parle de légumineuses, c'est vaste, hein. Si on prend le groupe, on a un programme sur de la févrole qui est basé en Angleterre, on a un programme sur des pois chiches qui est basé en Israël, on a la partie Villemorin qui travaille sur les haricots blancs. Mais aujourd'hui, on voit qu'on a quand même une grosse carence en haricots rouges, par exemple. En pois chiches, à mon avis, il y a de la demande. En lentilles, aujourd'hui, il n'y a personne. Et c'est vrai que ça, c'est identifié au niveau du groupe. La question est posée d'un point de vue global. Bon, ce n'est pas encore traité. C'est vrai que la question, en plus, sur ces
la question pour un semencier sur des variétés ou des espèces type lentilles, pois chiches, c'est vrai que ça génère on va dire des budgets qui sont assez conséquents. Et c'est là où, à mon avis, le plan de relance aura peut-être un impact positif. Parce que c'est vrai que pour un semencier aujourd'hui, travailler sur des variétés qui ne sont pas forcément hybrides, le retour sur investissement est pas simple. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on tourne autour de ça. Nous-mêmes, sur la partie production chez Limagrain, on est concerné, on a besoin de nouvelles variétés peut-être plus adaptées au changement climatique et aux pratiques culturelles. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on tourne autour de ça, et je pense que ça passera par du partenariat et un travail commun de plusieurs semenciers. D'accord, merci. Est-ce que Union Biosemences voulait prendre la parole? Alors oui, bon, moi par contre, je ne suis pas vraiment la personne ressource sur cette thématique-là, mais ce que j'ai pu observer, c'est que, comme ça a été dit, la production de semences est aussi liée à la production. Enfin, cette année, on l'a bien vu, on est en manque de volume pour les productions de cultures de printemps-été. Ça pose aussi la question de l'allotement. Plus on multiplie les productions, plus il faut pouvoir les isoler et suivre derrière pour livrer les semences aux producteurs. Surtout que certaines graines, les protéagineux sont quand même plus fragiles que les céréales à paille à traiter. Donc voilà, il y a vraiment une demande, mais bon, c'est vrai que l'offre est assez limitée. Et pareil, je pense qu'il y a un travail de recherche à faire au niveau variété derrière pour proposer ce qu'il y a de plus adapté aux producteurs. Très bien, merci. Voilà, le temps passe, il reste 3 minutes du coup, avant la petite pause de 5 minutes. Donc juste pour, si je voulais peut-être avoir quelques retours là, sur les personnes qui ont mis outils de mise en lien producteur-transformateur pour éventuellement connaître les besoins. Et puis les questions sur les débouchés qui sont peut-être pas suffisants. Et on terminera par là. Personne ne veut prendre forcément la parole sur cette idée d'outils de mise en lien producteur-transformateur? Très bien. Alors du coup, est-ce qu'il y a encore des personnes qui ne se sont pas exprimées et qui souhaitaient quand même faire part de quelque chose par rapport aux enjeux de la filière, aux priorités? Voilà, vous avez parlé aussi tout à l'heure de partenariat, de travailler à plusieurs. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent s'exprimer sur le sujet? Voilà, dans ce cas-là, ce que je vous propose, déjà, je vous remercie tous pour vos contributions, même si je sais que c'est pas facile d'être en visio. Ça aurait été peut-être plus simple dans une salle de façon, avec les visages, etc. Merci en tout cas à ceux qui ont participé. Donc moi, là, ce que je vous propose, c'est 5 minutes de pause dans cette salle-là, et à 11h30, on va tous basculer en plénière pour rejoindre les autres participants qui étaient dans les webinaires parallèles. Et donc, dans le temps qui reste, je vous invite à contribuer toujours à travers l'outil Wooklap, à mettre vos post-it sur peut-être des éléments auxquels vous avez pensé, mais pour lesquels vous n'avez pas pris la parole, ou qui sont restés, ou qui n'ont pas été abordés, ou que vous souhaitez peut-être apporter dans cette réflexion-là. Donc, il y a 4 colonnes pour mettre des post-it. En gros, il y a la production, la transformation, commercialisation marché et autres. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est libre, c'est ouvert maintenant. Et donc pendant tout le temps de pause qui commence maintenant. Donc n'hésitez pas à contribuer. Voilà, merci à tous du coup pour cette session, et puis à tout de suite. À 11h30, on basculera automatiquement, donc pas d'inquiétude, en plénière.